Bonsoir à tous et bienvenue à une autre émission quand le passé se fait présent. Aujourd'hui, nous recevons Madame Françoise Gagnon-Matte. Avec Madame Matte, nous allons parler musique, poésie, littérature. Nous allons parler valeurs humaines aussi. Nous allons parler de la famille. Nous allons parler d'un tas de choses. Cette dame, je peux la résumer comme je l'ai perçue. C'est une dame qui possède une grande chaleur humaine, une grande sensibilité. Je vous la présente avec plaisir. Françoise. Bonjour, Denise. Merci d'accepter cet entretien. Ça me fait plaisir. Je vous ai présenté comme une dame avec qui on allait parler musique. C'est normal. Oui. Vous êtes musicienne. Oui. Littérature aussi. Maintenant, j'ai extrapolé un peu, j'ai parlé de poésie. Vous ne m'avez pas parlé que vous lisiez ni faisiez de poésie, mais je me dis, une musicienne, ça ne peut pas être autre chose que poète. Alors, c'est comme ça que je vous perçois. Bon, ben moi, c'est bien gentil. Alors, Madame Matte Françoise, vous êtes pianiste depuis de nombreuses années. Vous êtes connue, on peut le dire. Dans la région, je suis assez connue parce que j'ai fait des tas de choses. Enfin, je me suis impliquée dans différents mouvements. D'abord, moi, je suis native du Saguenay, de Jonquière. Et puis, nous sommes arrivés ici, mon mari et moi, avec nos deux filles, en fin 66, début 67. Alors, depuis ce temps-là, l'année suivante, je me suis impliquée dans les concours de musique. J'ai rencontré des gens que je connaissais déjà, que j'avais rencontrés à Québec et qui m'ont introduite au mouvement, au concours de musique. Et puis, je m'en suis occupée pendant 13 ans, je pense, à différentes fonctions. J'ai occupé la tâche de présidente, vice-présidente. Je me suis occupée des professeurs, des plaintes. Au comité national, aussi provincial, des concours de musique du Canada. Alors, avant ça, évidemment, je m'en étais occupée un petit peu dans ma région. Et puis, je me suis occupée de jeunesse musicale précédemment. Et enfin, j'ai toujours été intéressée par la cause de la musique et puis surtout auprès des jeunes. Ce qui explique le fait que vous êtes connu par bien du monde. Vous avez œuvré de façon régulière, puis dans le même domaine aussi. C'est ça, c'est ça. Mais si vous voulez, nous allons commencer à votre genèse, si vous voulez. Oui. Êtes-vous née musicienne? Je pense que oui. Je pense que oui. Je me souviens pas d'avoir commencé à dire je veux faire de la musique, j'en ai toujours fait. Je me souviens, quand j'étais jeune, 3 ans, 4 ans, d'abord, ma mère était une grande musicienne, une chanteuse et une pianiste qui accompagnait n'importe quoi, n'importe qui a vu comme ça. Et puis, alors, elle m'a inculqué, je pense, ce goût-là, même avant ma naissance, je pense bien. Et puis, j'écoutais des choses à la radio, par exemple, puis j'allais les répéter sur le piano. Dans la même tonalité, exactement, des chansons. Ah oui, j'ai ce qu'on appelle le diapason absolu, là. Alors, je dois dire que j'ai pas de mérite à ça. Ça, c'est un don, je pense. Je suis bien chanceuse parce que ça m'a bien servi. Et ça continue à le faire. Ah oui. Madame Matte, votre mère était-elle musicienne professionnelle? Non, dans ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui. Mes mamans a pris des cours très longtemps chez les religieuses, dans le temps à Roberval, au Lac-Saint-Jean, et puis des cours de chant, des cours de piano. Mais elle avait ça en elle aussi, je pense, le goût inné, puis le sens musical. Puis elle s'occupait de pas de concours de musique, mais dans ce temps-là, c'était le Community Concert. C'était des concerts qui venaient de New York. Et puis maman s'occupait de ça, de placer les artistes, soit de leur procurer des chambres ou un endroit pour loger. Puis souvent, elle les faisait choisir entre la maison, chez moi, ou l'hôtel, puis la plupart
choisissait la maison. Chez nous, on avait une très grande maison, 17 pièces, et c'était toujours rempli, et puis c'était vraiment très accueillant chez nous. Vous avez vraiment été élevé dans le milieu, dans le cocon musical, on peut dire. Vraiment, là, j'ai été choyée à ce niveau-là. Et puis, votre père, lui, était avocat, m'avez-vous dit? Oui, c'est ça. Mon père était avocat pionnier du coin. C'était le premier avocat de Jonquière, Kenogami, Arvida. Puis au départ aussi, il y avait un bureau une fois par semaine à Saint-Jérôme-Métabetchouan, dans le Lac-Saint-Jean. Et puis, mon père aussi était trompettiste. Et puis, c'est lui qui a fondé la fanfare à Jonquière. Vous avez des antécédents. Et puis, chez nous, on chantait, tout le monde s'installait autour du piano. Maman était au piano ou moi. Et puis, tout le monde a appris aussi la musique. Les 6 enfants, j'ai 2 frères et 3 sœurs, nous étions 6. Et puis, tous, on a fait de la musique. Mais il n'y a que moi qui ai continué un peu plus. Ouais. Mais j'imagine que tous les autres en profitent encore à titre privé. Ah, ben, quand on aime la musique, ça doit être pour la vie. Oui, quand on se revoit, là, on se rend compte, c'est ça, on aime bien. Et puis vous, là, la petite Françoise, dans un milieu musical, vous avez dû commencer, vous me disiez, j'entendais un morceau, je le reproduisais au piano. Oui, c'est ça. Vous aviez le diapason absolu, oui, c'est ça? Oui. C'est un terme musical, ça? Oui, ben, c'est-à-dire que les gens qui sont dans le milieu connaissent ça. Ils appellent ça aussi le pitch, là, en bon français, le diapason absolu, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment chanter dans la même tonalité que ce que vous entendez, ni plus haut ni plus bas, voyez-vous. Quand le piano est accordé, évidemment, au diapason international, là, qu'on appelle, là. Alors, ça aide beaucoup, ça. Mais vous ne deviez avoir que des pianos accordés chez vous. Hein? Ah, bien, de préférence. Hein? Je pense. Là, on parle vraiment beaucoup musique, mais vous avez vécu là-dedans, vous y vivez encore. 6 enfants, vous me dites, étiez-vous la plus jeune? J'étais la plus jeune. J'étais la plus jeune. J'étais la nichouette de mon père. Ah bon? Il m'appelait encore comme ça. La nichouette. Nichouette, ça devait être un terme très affectueux. C'est ça, c'est ça. Et puis, les soirées chez vous devaient être en chansons, j'imagine. C'est ça, c'est ça. Quel genre de chansons? Hein? Ah, bien, dans ce temps-là, il y avait la bonne chanson. La Bégade Bois. Alors, on avait cueil et tout ça. Alors, on sortait ça, puis on chantait en partie. Là. On disait, toi, tu fais le ténor, toi, tu fais l'alto, etc. On se divisait en parties comme ça, et puis on s'amusait. Mais on n'avait pas grand-chose dans ce temps-là, à part le piano. On n'avait pas de télé, on n'avait pas... la radio, peut-être, à ses débuts. Les ordinateurs et tout ça. Hein? Alors, c'est ça. Alors, on s'amusait beaucoup, mais très simplement. En famille aussi. C'est ça, c'est ça. Vous n'avez jamais eu l'idée de composer comme une famille trappe? Non. Non. Alors, votre jeunesse, somme toute, a été très heureuse. Ah oui. J'étais bien entourée, je me sentais aimée, puis j'étais une personne aussi très ouverte, et alors, je gardais pas les problèmes, j'étais extravertie, et ça allait bien comme ça. Même quand je faisais des mauvais coups, là, je pouvais pas garder ça longtemps. Alors, vous alliez vous accuser, c'est ça. Ça vous soulageait. Oui, c'est ça. Mais vous deviez être aussi très spontanée. Oui, je pense. Oui, je suis un tempérament assez ouvert. Étaient-ils tous comme ça dans votre famille? Oh, ben, non, je pense que vous qui avez 4 enfants, vous devez savoir qu'il n'y en a pas 2 pareils, hein? Oui, je retire ma question, mais complètement, Françoise. Parlez-moi donc de vos débuts à l'école, de vos compagnes, de vos maîtresses dont vous vous souvenez peut-être. Ben, mon primaire, ça s'est passé à Jonquière, là, chez les religieuses du Bon Pasteur, dans ce temps-là. Mais moi, j'ai étudié la musique chez une dame qui m'a beaucoup marquée et qui est devenue, en fait, mon beau-frère. C'était sa mère, ça. Alors, Yves Munger a marié ma sœur, Michel, mais c'était avec Mme Munger que j'ai commencé. Et puis, Mme Munger, c'était une grande musicienne et tout ça. Je l'ai eu plusieurs années avant d'aller à l'extérieur pour étudier à Québec, chez les Ursulines, au monastère.
au vieux monastère. Là, j'ai eu des professeurs aussi qui m'ont marqué. Sœur Marie de la Croix était très compétente. Ensuite, à Laval, j'ai eu monsieur Marcel Lambert, j'ai eu monsieur Constantin Klimoff, qui n'est pas parent avec M. Klimoff. Ça ne s'écrit pas de la même façon d'ailleurs. Était-il de nationalité russe? Russe, oui. Aussi. Et puis qui a dû s'exiler à cause du régime et tout ça. Et puis, c'était un grand ami de l'abbé Turcotte du séminaire ici. Ah oui. Alors, il a été accueilli d'ailleurs à Trois-Rivières ici. Puis, il allait donner ses leçons souvent chez une dame Lamy qui avait sa résidence. C'était le notaire Lamy qui avait sa résidence juste en face du séminaire. Ah. Enfin, c'est là qu'il a commencé parce qu'il s'est enfui de la Russie. Alors, je l'ai eu comme professeur à Québec aussi. Et puis, comment elle s'appelait donc? Sœur Cécile de la Trinité aussi, une religieuse bon pasteur, où j'allais pratiquer quand j'étais... parce qu'évidemment, quand j'étais à Québec, une fois sortie du monastère comme pensionnaire, ma mère me trouvait trop jeune pour aller me perdre dans la ville de Québec. Alors, j'étais chez les religieuses du Bon Pasteur. Il y avait un foyer de jeunes filles, ça existe encore d'ailleurs, où c'était des personnes qui travaillaient ou des étudiantes qui logeaient là. Et puis, alors, j'allais travailler mon piano à l'Institut Maria, qui était pas loin de là, sur Grande Allée, là. Alors, c'est ça. Puis là, vous étiez en sécurité. C'est ça. Entre guillemets. Maintenant, Françoise, vous avez dû commencer très jeune à pianoter, puis à jouer. Comme je vous dis, là, j'ai commencé, je me souviens pas. J'étais très petite et puis je jouais ce qui me passait par la tête. J'improvisais aussi, j'aimais beaucoup ça. Et puis, alors j'ai commencé avec maman d'abord, vers l'âge de 4 ans. Puis vers 4 ans? Oui, c'est ça. Puis vers 6 ans. De ces... je me souviens, oui, je me souviens de ça quand j'étais petite, puis que j'allais jouer, puis que mes pattes étaient trop courtes pour... puis là, que je me déménageais d'un bout à l'autre du piano. Ça, je me souviens de ça très bien. Et puis, à 6 ans, là, je suis allée voir Mme Unger, là. Alors, c'est ça. Alors vous avez plus structuré. Vous avez mené de front vos études tout le temps, là, oui, c'est ça. Et la pratique du piano. Mais j'y ai tâté un peu, moi aussi, à l'apprentissage du piano. J'avais 46 ans. Une vocation tardive qui ne m'a pas menée loin. Il n'y a jamais trop tard, hein? Mais ce qui m'a frappé le plus, c'est, comment vous dire, la discipline que ça demande, premièrement. Oui, hein? Et puis, les efforts répétés, les efforts... on arrête le piano, on dirait, nous oublie. C'est sûr que c'est comme l'étude des langues ou de n'importe quoi. Plus on commence jeune, moins on a de problèmes. Plus on commence tard, plus on a de problèmes. Je pense que aussi, on ne s'abandonne pas quand on est adulte. Quand on est enfant, on fait ça d'une façon spontanée. On ne raisonne pas, La raison n'a rien à voir là-dedans, c'est la spontanéité. Et puis, ce qu'on perd avec l'âge, c'est ça. Alors, moi, je sais parce que présentement, j'enseigne aux adultes, pratiquement uniquement aux adultes, mais j'ai été un temps où j'enseignais aux petits. Et puis, c'est ça que j'ai remarqué, qu'un enfant, il ne se pose pas de questions, il y va, même s'il fausse, même s'il est à côté, c'est pas grave. Non, il ne se fait pas des problèmes avec ça, il recommence. Puis ça vient à force. Mais l'adulte, eh bien, c'est ça. Et d'abord, il y a l'orgueil là-dedans aussi beaucoup, hein? Et puis notre éducation aussi, tout. Alors, c'est pour ça que c'est plus difficile, je pense. L'apprentissage est plus difficile, comme dans d'autres domaines, je pense, parce qu'on ne s'abandonne pas assez. Un enfant, on ne se fait pas confiance, c'est ça, c'est ça. Voilà. Mais là, je pense à la petite fille là, qui commence ses cours sérieusement, on va dire, à 6 ans, puis vous avez continué jusqu'à votre carrière. Mais est-ce que ça vous a imposé des sacrifices? Ah oui, sûrement.
Parce que, par exemple, j'étais obligée d'y aller souvent le samedi pour les cours théoriques. Là, alors, c'était rien de bien drôle pour une petite fille de 7 ans, 8 ans, là, alors que mes amis jouaient dehors. Alors, ils disaient, ah, pourquoi faire, tu y vas? Mais j'ai jamais, dire, des fois, j'y allais un petit peu de reculons, mais je peux pas dire que j'aimais tellement ça que ça n'a pas été trop... C'était un plaisir, Ah non, ça n'a pas été si pire que ça. Mais quand vous étiez petite, vous deviez avoir Vous avez acquis progressivement une connaissance des auteurs classiques, des compositeurs classiques. Oui, sûrement. En aviez-vous une idole quelque part? Je ne sais oui, pas. Schumann. Schumann. Ah oui, ah oui. Les rêveries. Ça, oui, oui. Les scènes d'enfants et tout ça. Je pense que c'est celui qui m'a marqué le plus. Puis mon professeur, M. Lambert, entre autres, il disait que j'étais née pour jouer Schumann et Schubert. Le jouez-vous encore? Oui, oui, probablement. Oui. Mais malheureusement, au désespoir de mon mari, depuis que je suis à l'université puis que je suis pianiste accompagnatrice surtout, là, je fais surtout de l'accompagnement depuis une dizaine d'années. Alors évidemment, ça prend du temps. Le temps, oui. Alors le temps, à un moment donné, il manque. Mais c'est là en mémoire, pareil, parce que j'avais une bonne mémoire. Je vois toujours par cœur, dès que je possède une pièce, là, le texte, c'est encombrant, c'est comme une béquille. Et puis, ça reste là, mais c'est les doigts, des fois, la technique. Hein. C'est très étrange, cette interaction entre le cerveau puis les doigts qui n'ont plus besoin d'aucune... Oui, oui. Alors, mais c'est un petit peu frustrant, des fois, quand on reprend ça après quelque temps, pour dire que je vois ça très bien, puis là, évidemment... Mais j'ai entendu dire aussi, on me disait pour m'encourager que même si on avait oublié certaines pièces, ça revenait vite. Oui, c'est comme faire de la bicyclette, oui. J'imagine. On se remet dans l'élan et puis tout y est. C'est ça, oui. Alors, Madame Matt, c'est merveilleux de vous entendre parler musique, Françoise. Oui. On va parler un peu de vous aussi, l'adolescente qui s'en va étudier. Vous partez hors de chez vous. Oui, c'est ça. Pas de cafard. Ah, bien, c'est-à-dire que quand j'étais en 6e année, moi, je pleurais parce que tous mes frères et sœurs étaient pensionnaires. C'était l'époque, hein? C'était la mode. Oui. Puis surtout, moi, je viens d'une petite ville, Jonquière, et pour aller aux études, ben ça prenait... enfin, mes parents disaient que c'était mieux, les religieuses et les Ursulines, entre autres, donnaient une bonne éducation et tout ça. Ma mère était passée chez les Ursulines, donc il fallait que toutes les filles passent par là. Et puis moi, mes filles sont allées aux Ursulines aussi, ici à Trois-Rivières, sont allées au CMI. Ça continue. Alors, c'est ça, de génération en génération. Alors, j'ai supplié mes parents d'aller à Roberval aussi, au même endroit où étaient mes sœurs. Alors, je suis allée, mais je suis restée 3 mois. Puis là, ils sont venus me chercher. J'ai pleuré autant pour revenir chez nous que j'avais pleuré pour y aller. Parce que là, vous étiez bien. C'est ça. Alors, on est venu me rechercher au mois de... aux fêtes, je pense. Puis là, j'avais eu des cours privés tout le reste de l'année pour terminer mon année. Puis après ça, c'est allé à Québec au monastère. Là, c'était l'exode. Mais là, je le voulais parce que je voulais pousser plus loin mes études musicales. Puis aux Ursulines, ils consentaient à ce que j'aille prendre des cours à l'université. Alors, c'était tout un privilège, hein, parce que c'était cloîtré à l'époque, les Ursulines. Les Ursulines, mais les étudiantes ne l'étaient pas, je Non, suppose. mais c'était très sévère. Hein? Oui. Et puis, le monastère était tout près, anciennement, de la faculté de musique qui était sur la petite rue Sainte-Famille, dans le Vieux-Québec, tout près du séminaire, du petit séminaire de Québec. Alors, on me faisait un grand privilège, ça ne s'était jamais fait. Et puis, alors j'allais là, et puis, alors c'était moins pire parce que je sortais quand même une couple de fois par semaine pour aller à mes cours. C'était de l'aération. C'est ça, c'est ça. Et vous étiez pensionnaire à long terme, j'imagine? J'étais pensionnaire 4 ans. 4 ans. Oui. Alors, mais ça, j'ai bien aimé. Vous avez apprécié la vie? Oui, j'ai aimé ça.
Et puis, j'avais mon frère qui était étudiant en droit dans le temps, qui venait me voir. Puis quand il venait pas me voir les jours de parloir, il me voyait à travers des grilles. Alors, il aimait moins ça. Ça devait être très austère, je me rends... Parce qu'ils ne croyaient pas que c'était mon frère. Je leur disais, c'est mon frère. Alors, ils disaient, oui, ils disent tous ça, des cousins, des frères. Si les mentalités ont changé. Mais vous avez été très protégée, finalement. Oui, c'est ça. Alors, après ça, il est question d'un monsieur Matt un peu plus loin. Vous ne l'avez pas rencontré à Québec? Non, je l'ai rencontré au Saguenay, à Arvida. Bon, je suis revenue chez nous après. Et puis là... après les Ursulines et Laval. Après les Ursulines, c'est ça. Puis là, j'ai perdu maman. Alors, ça a été bien difficile, ça, parce que j'étais très près de ma mère. Parce que pendant qu'elle était hospitalisée à Québec, à l'Hôtel-Dieu puis à l'Enfant Jésus, j'allais la voir tous les jours. Puis j'ai passé 2-3 mois près d'elle. J'avais mon petit lit près d'elle, vu que j'étais à Québec. Oui. Et puis, alors, elle est décédée à l'hôpital de Chicoutimi. Et puis, l'année suivante, j'ai eu mon premier poste comme enseignante à la commission scolaire d'Arvida. Alors, ça, je n'aimais pas du tout. Vous n'aimiez pas? Parce que, d'abord, j'étais très perturbée par la perte de maman. Et puis, en plus de ça, j'étais en peine d'amour. Tout pour tout arrivait en même temps. Oui. Alors là, ça a été très pénible cette année-là, la première année que j'ai enseigné à Arvida. J'ai enseigné pendant 4 ans, je pense. Et puis c'est pendant ces années-là que j'ai rencontré mon mari. Avant de parler de l'élu de votre cœur, vous enseignez à des cours de primaire ou? À la commission scolaire d'Arvida, j'enseignais au niveau primaire et secondaire. Alors je faisais 6 écoles dans 5 jours. Oui, mais je comprends un peu votre manque. Alors, évidemment, je ne les voyais pas longtemps, non, et puis, mais je voyais tous les enfants à peu près d'Arvida. Donc, quand je passais à Arvida, là, on me criait « Mademoiselle de solfège, Mademoiselle de solfège ». C'est beau, c'était émouvant. J'enseignais l'initiation, enfin, je faisais une initiation à la musique. Des auditions de disques, puis je me promenais d'une école à l'autre, et puis c'était pas facile. C'était pas facile. Non, j'imagine déjà rien que le changement, s'adapter aux autorités de chaque école, et puis vous deviez avoir nombre d'enfants, plusieurs... C'est ça, c'est ça. J'allais dire plusieurs dizaines, je ne sais pas. Oui, plusieurs centaines. Plusieurs centaines, alors, c'était difficile parce qu'il faut vraiment changer sa façon de voir les enfants selon les âges et tout ça, hein, le milieu, et... J'ai trouvé ça très difficile. Mais enfin, les dernières années ont été plus intéressantes parce que là, j'avais pris de l'expérience un peu. Ça. Mais là, je n'étais pas préparée à ça du tout, à affronter des groupes. À quoi vous prépariez-vous en poursuivant vos études? Moi, évidemment, je rêvais. D'abord, j'étais très romanesque et je rêvais de la carrière. Et puis, je devais partir pour l'Europe quand j'ai rencontré mon mari. Alors là, j'avais une amie qui était rendue là-bas, puis qui me disait, viens étudier ici. Puis là, j'étais décidée de faire le pas, et puis tout ça. Alors, mais ça change bien des choses, hein? Oui, l'amour, des fois, bouleverse toute une vie. C'est ça. Et vous me parliez de votre enseignement chez les enfants. Vous m'avez parlé aussi d'une émission. Oui. Nos mioches en scène? Oui, c'est ça. Bon, à l'époque où j'étais à Jonquière, puis où j'enseignais à Arvida, j'avais une émission à la télé. C'est pour ça que quand je suis arrivée ici, dans les locaux de Vidéotron, c'est ça, je me suis sentie un petit peu comme revenue longtemps en arrière. C'est bien, c'est sympathique. Alors, j'avais une émission au poste de Jonquière, CKRS, qui existe encore. C'était le premier poste de télévision du Saguenay, Lac-Saint-Jean. C'est assez lointain, dans les années 50, peut-être, oui. 50... peut-être quelques années de plus. Oui, c'est ça. Alors, j'avais une émission qui s'appelait « Nos mioches en scène ». Ça, c'était commandité par la peinture Mont-Royal, la peinture sans égale. Alors, c'est moi qui choisissais les enfants
mais j'allais dans les studios privés, là, où on enseignait le piano, la flûte, le violon, tout ça. Même l'art dramatique aussi, la danse. J'allais dans les différentes écoles. Puis eux me fournissaient des concurrents. Et puis moi, je les choisissais, je les recevais en audition. Puis je les choisissais, puis on faisait une émission le samedi, une émission d'1 heure. Alors, qui était diffusée vers 1h30 le samedi, je pense, quelque chose du genre. Ça a duré 2 ans. Beaucoup de travail réaliser une émission comme ça. Ah oui, c'était intéressant. Oui. C'est intéressant parce qu'on voit des enfants de toutes sortes de domaines et puis des talents aussi. Oui, on découvrait des talents. Hein? Oui, c'était bien intéressant. Et puis pour eux aussi, j'imagine, le fait de se produire à la télévision, ça a pu en conforter beaucoup. Oui, puis il y avait c'était un concours, puis ils faisaient tirer une bicyclette. Alors, il y en a une, entre autres, qui a gagné, puis qui fait carrière aujourd'hui, Pauline Vaillancourt. Moi, j'ai eu les 3 Vaillancourt qui étaient de Jonquière dans le temps. 2... Enfin, il y a Jean-Eudes, avec qui j'ai fait du 2 pianos. J'ai fait même des concerts avec Jean-Eudes Vaillancourt. Là, il travaille à l'Université de Montréal. Il enseigne le 2 pianos, puis il enseigne une autre matière théorique, je pense. Et puis, Pauline fait carrière comme chanteuse, Pauline Vaillancourt. Puis, Lorraine Vaillancourt, on en entend beaucoup parler ces temps-ci. C'est elle qui a créé les événements du 9. C'est rattaché, je pense, là, je ne veux pas dire de bêtises, là, mais à McGill, je pense. Et puis souvent, elle est chef d'orchestre. Ah oui. Mais c'est moi qui les ai commencés, ces Vaillancourt-là. Mais vous êtes encore en relation avec eux, j'imagine? Bien, j'ai revu Jean-Eudes il y a quelques années, puis Pauline aussi, qui était venue chanter ici pour les jeunesses musicales. Et puis participer à lancer de futures gloires. C'est beau, au fond. C'est agréable, hein? Alors, nous allons finir par parler de M. Matt, Matt, André de son prénom, c'est ça. Que vous rencontrez à Jonquière? Non, à Arvida. Arvida. Alors, pour moi, c'est presque pareil, Jonquière. Oui, c'est ça, c'est très près. Maintenant, d'ailleurs, ça fait partie de la grande ville de Jonquière. Ah, bon. Jonquière, Kenogami, Arvida, là, c'est la même ville. Voyez-vous, avec la fusion, là. Oui, oui. Alors, bon, André avait sa maîtrise en psychologie. Puis il est venu enseigner au secondaire dans une école à Arvida. Parce qu'il voulait, mon mari a enseigné à tous les niveaux, à partir du primaire, secondaire, universitaire. Et puis, alors, il y avait une directrice d'école, une laïque, qui connaissait André. Puis à un moment donné, elle a dit, ben, moi, je vais à Montréal, veux-tu venir avec moi? Moi, j'ai dit oui. Mais elle dit, il va y avoir un monsieur, elle dit, un monsieur Matt, elle dit, qui est là. Elle dit, c'est parce qu'il habite Montréal, puis il s'ennuie ici, puis on va l'amener. Oh, ça va. Alors, mais la première fois que je l'avais vu, non, pas du tout. Il ne m'avait pas fait d'effet plus que ça. C'est à l'étude que l'effet a commencé. Mais après, bon, ben, il m'a rappelé, puis enfin, c'est venu petit à petit. Et puis, enfin, l'année suivante, on se mariait en décembre. Et puis, là, on a continué notre année à Arvida. Et puis, l'année d'après, on a eu une offre pour aller à Rimouski pour mon mari, pour enseigner à l'école normale. Alors, on est parti pour Rimouski. C'était considéré comme un avancement? Oui, oui. Oui, parce qu'il était au secondaire, là, puis là, il allait à l'école normale. Ah, c'était... Puis enseigner la psychologie. Oui. C'était dans son domaine. Hein? Au secondaire, il ne devait pas enseigner bien de psychologie? Non, non, non. non. C'était les matières... Pour recevoir les les matières académiques. Oui, c'est ça. Alors, il a juste commencé à ce moment-là à enseigner sa vraie discipline. Sa discipline, c'est ça. Avant, il faisait un petit peu d'orientation et tout ça, là, un bureau privé. Alors, on est déménagé à Rimouski. Là, mes 2 enfants sont nés là, à l'hôpital de Rimouski. Puis, quand la plus jeune avait 7 mois, là, on est parti pour l'Europe. On est parti pour le Midi de la France. Là, c'était le grand saut. Mais en épousant monsieur psychologue, ouais. Françoise,
qu'est-ce que vous aviez comme projet d'avenir? Rêviez-vous de quelque chose de précis? Toi, tu continues ta carrière, moi, je continue la mienne. Ah, ben, c'est-à-dire que c'est venu spontanément, c'est ça. Quand on est déménagé à Rimouski, j'ai acheté un piano. Et puis, j'ai continué mais j'enseignais pas à ce moment-là. Une fois mariée, j'enseignais pas les premières années, là. Et puis, d'ailleurs, dans le temps, quand on se mariait, puis on était employé d'une commission scolaire, on perdait notre emploi. Hein? J'ai cru que c'était juste les institutrices de rang qu'on envoyait comme ça. Pas du tout. Puis d'ailleurs, quand ils ont su que j'étais mariée, moi, je ne l'ai pas dit. Je suis revenue en janvier pour reprendre mon poste, puis ils avaient su que je m'étais mariée. Alors, c'était comme la peste, ça. Très étrange, hein? Alors, ils m'avaient accepté pour finir mon année, mais après ça, j'avais plus le droit d'avoir ce poste-là. C'est assez spécial. Pourtant, il n'y a pas 100 ans. C'est ça. Non, ça a changé. Puis, j'ai terminé mon année, puis après ça, je suis restée à la maison. Mais là, on est déménagé à Rimouski quelques mois plus tard. Et puis, c'est ça. Alors, là, mon mari a eu une offre pour aller étudier en Europe. Il avait fait la demande. Il y a eu un genre de bourse, là, du ministère de l'Éducation, et puis pour faire son doctorat. Alors, on est parti. C'était pas du goût de mon père, beaucoup, hein. Il voyait ça avec... C'était loin, l'Europe, en ce temps-là. J'avais une petite de 3 ans, puis l'autre 7 mois. Alors, mon père me disait, tu te rends compte, tout à coup, vous n'avez pas de confort, puis c'est ça. Hein? Alors, j'ai dit, écoutez, notre décision est prise, et puis c'est pensé. Puis, alors, on est parti pour la France. Mon mari était à l'université de Montpellier. Alors, on logeait, pour que ça coûte moins cher, à Palavas, les Flots, un petit village de pêcheurs. De 3000 habitants pendant l'hiver et qui se peuplait à 60 000 à peu près pendant l'été. Ça, c'est ce qu'on peut appeler les Français en vacances. Je pense qu'ils s'agglomèrent de façon incroyable. Tout le monde prend des vacances en France. Oui, et puis tout le monde à la même époque. C'est ça. Puis tout le monde s'en va vers les mêmes lieux, j'ai l'impression. Alors nous, pendant l'été, on sous-louait des gens qui allaient à la mer. La première année, on a loué en ville, à Grenoble. Et puis après ça, on a dit, on n'est pas plus fous que les autres, hein? On va louer en montagne. C'est bien plus sain. Oui. Alors là, on a loué 2 ans de suite dans les Hautes-Alpes, à la Salle-en-Beaumont. C'est très beau. Ah, c'est magnifique. Hein? En face du mont Aubiou, où a eu lieu la tragédie aérienne, là, les Québécois, il y en avait en l'année 50, l'année sainte, là. Il y avait eu un écrasement d'avion. Vous me rafraîchissez la mémoire, oui. Parce qu'il y en avait même de la région, hein, d'ici, qui sont décédés dans cet accident-là. Puis il y avait un cimetière à proximité de la Salle-en-Beaumont, cimetière canadien qu'ils appellent, où il y a des pierres tombales avec les noms, là, tout ça, parce que ils n'ont pas retrouvé les corps et tout ça. Hein, c'était tout mutilé, brûlé et tout ça. Alors, mais c'était très émouvant de visiter ça. C'est une belle région. C'était sur la route Napoléon, qu'on appelle. Alors, on a visité, puis il y avait un centre de pèlerinage, là, pas loin de là, Notre-Dame de la Salette. Ah oui, effectivement. Ah oui, et c'est, au point de vue, c'est pas riche du tout, hein, c'est très humble, c'est très pauvre même, mais le site, paraît-il que c'est un des plus beaux sites de France. C'était dans les montagnes, on se croirait au ciel. Une beauté naturelle. Oui, c'est très, très beau comme site. Mais vous avez vécu pendant 3 ans dans cet environnement-là? Oui, le mal du pays, l'adaptation? Ah, bien, la première année a été difficile. Hein, pour vous surtout, j'imagine? Oui, mon mari, il était bien heureux parce qu'il étudiait et puis tout ça. Et moi, c'était un petit peu plus difficile parce que je restais avec les enfants. Mais quand Marie-Claude a eu 2 ans, là-bas, à 2 ans, on les envoie à la maternelle.
Mais Oui. c'est vraiment une maternelle là, où ils s'en occupent, puis ils font même leur petite sieste Ah, c'est la l'après-midi. journée au C'est ça. complet, oui, oui. Alors, ça me faisait une Oui. gardienne à bon compte parce qu'on n'avait pas beaucoup de sous, hein. Alors, Non, en fait, un budget d'étudiant. ah oui, puis on avait à l'époque 4 000 $ pour vivre 4 personnes. Par année? Oui, c'est ça. C'était pas vraiment le Pérou, hein? C'était pas Non, le non, Pérou. du tout, du tout. Alors, évidemment, on avait une maison à Rimouski. On a mangé un petit peu de notre vieux gagné, évidemment. Oui, Et puis, mais la deuxième année, je dirais, était beaucoup plus belle parce qu'on avait des amis, puis on était adaptés, vraiment. Puis on avait le soleil, puis la mer. Oui, ça, Hein? la misère est moins pénible C'est au ça, soleil, c'est ça. dit-on. Oui, oui, c'est Là-bas, Françoise, avez-vous assisté à des concerts? Oui, mais très peu, Vous n'étiez n'ayant pas pas- beaucoup de sous puis de possibilités de faire garder. Là-bas, les Européens, en général, en tout cas les Français, ils se disent vous avez des enfants, ben restez avec. Hein? Ah. C'est pas. Je ne me souvenais pas de cette mentalité. En tout cas, dans le Midi, Oui. c'était ça. Alors, évidemment, je suis allée quelquefois à l'opéra à Montpellier. Il y avait, parce que dans chaque petite ville hein, d'Europe, ils ont une maison d'opéra. Leur hein. lieu, oui, oui. C'est ça. Oui. Alors, je suis allée je pense que c'était Faust que je suis allée voir, entre autres, à Montpellier une fois. Puis je me souviens que le ténor avait raté complètement sa note aiguë, puis il avait été hué. Hein. J'en revenais pas. Moi, j'avais jamais vu ça. Pénible. Très On pénible. doit se sentir très mal à l'aise dans un cas pareil. C'est ça. Puis j'ai assisté à quelques concerts comme ça, comme à Aix-en-Provence. On n'était pas loin de là. Et puis tout ça, puis des conférences, mais rien qui coûtait trop cher parce qu'on n'avait pas les moyens. Puis vous n'aviez pas d'instrument pour pratiquer là-bas non c'est plus. Ça. Ça a dû vous manquer. C'est-à-dire qu'en montagne, là, à la salle en Beaumont, j'avais formé une petite chorale. Et puis, je jouais de l'harmonium le dimanche c'est bien. pour la messe quand ils ont su que j'étais musicienne. Alors, puis les paysans étaient tellement contents qu'ils ne savaient plus quoi nous donner pour nous remercier. Alors, ils venaient nous porter des prunes, des fromages de chèvre, des œufs, des lapins. Les dons en espèces. C'est ça. Alors, comme ça, vous n'avez pas été coupé de toute pratique musicale non, là-bas? Non, pas du tout, non. Et puis, monsieur Matt obtient là, son doctorat de psychologie. C'est ça, oui. Puis les filles ont grandi quand vous rentrez au Québec. Ça. Alors, on arrive ici. Suzanne avait commencé sa première année là-bas. On est arrivé en plein hiver, alors que ça faisait 3 ans. Le midi de l'hiver canadien. On n'avait pas connu de neige, sauf à deux reprises, mais pour la valeur d'une demi-journée. Oui. Assez pour qu'on fasse une balle de neige pour montrer aux enfants ce que c'était la neige. Ils l'ont appris depuis. C'est ça. Alors, on arrive ici en plein mois de novembre. Et puis, les 2 pieds dans la neige et tout ça. Alors, ça a été un petit peu... un autre monde. Oui, complètement. Ça réveille. Oui, ça doit. La réalité nous saute aux mais yeux. par contre, je dois dire qu'à chaque moment des fêtes, ça nous manquait beaucoup. Oui, ce sont les moments les pires, je pense. Oui. Familiale. La famille, c'est ça. C'est ça, les sapins, les festivités, tout ça. On était invités chez des amis, mais c'est pas pareil là-bas. Ça ne se fête pas de la même façon. Ça n'est pas si fêté, moi, je dirais. Je pense. Hein? Ouais. Ça passe beaucoup plus sous silence. Ils ont d'autres jours qui remplacent ces fêtes-là. Alors, vous rentrez en 67 à Trois-Rivières, et puis là, vous y êtes depuis lors. Oui. Mais là, vous avez fait bien des choses depuis 67. Ah, bien, c'est-à-dire que j'ai continué. Hein, Monsieur continue lui aussi à enseigner. Oui, c'est ça, oui. Est-ce qu'il enseigne à l'université? Non, il a enseigné déjà, mais il a passé pendant 17 ans dans les pénitenciers de Sainte-Anne-des-Plaines. Oh, c'est très spécial. Oui, comme psychologue. Oui. Alors, mais on n'est pas déménagé parce que moi, j'avais ma vie ici. J'ai commencé entre-temps
à enseigner puis à faire de l'accompagnement pour l'université. Et puis André dit, je ne suis pas pour te demander ça. Moi, j'aimais beaucoup la ville ici. Puis j'avais mes amis, puis j'avais mon travail. Puis les enfants allaient à l'école ici. Ils ont commencé à Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle. Après, ils sont allés au CMI, au La Flèche. Après ça, Marie-Claude a fait son bac en psycho ici, à l'UQTR. Après, c'est à l'Université de Montréal. Et puis, Suzanne est allée à Ottawa. Alors, tout ça, moi, je suis restée ici, mais mon mari partait comme le mardi matin, puis revenait le vendredi. C'était un petit sacrifice pour lui. Hein? Oui, ah oui, oui. Ça a été plus dur pour lui. J'imagine, habiter ailleurs, oui. Puis le chemin. Ben oui, parce que moi, j'étais à la maison, j'étais dans mes choses. Et les enfants étaient avec vous. C'est ça. Mais vous avez pu concilier vos goûts, c'est beau. Oui, ben, je pense que le secret, c'est de respecter l'autre. Et justement, là-dedans, je remercie beaucoup André parce que il a respecté mes choix et tout ça. Comme il disait, ben, tu as respecté mon choix quand j'ai choisi d'aller étudier là-bas. Moi, à ce moment-là, ça a été pénible pour moi, au départ, de tout laisser ça. Puis j'avais encore mon père et puis tout ça. Et puis, alors, pour lui, c'était un avancement. Puis il avait toujours rêvé de faire son doctorat et tout ça. Mais pour moi, c'était plus pénible. Donc, c'est l'envers de la médaille. C'est le retour des choses. Oui. Alors, c'est ça. Puis là, évidemment, par là, ben, je suis devenue très autonome parce que c'est moi qui faisais toutes les choses de la maison, qui allait au banc. L'absence de... Le quotidien, quoi. Oui. Hein, et tout ça. Chef de famille. Chef de famille, c'est ça. Mais quand même, quand il arrivait, il était très présent et tout ça. Mais je pense que ça fait 35 ans que ça dure et puis je pense que c'est le secret, c'est de respecter le territoire, les choix de l'autre. Mais ça demande de la communication, ça demande de l'écoute aussi. C'est ça. Puis de la confiance, d'une certaine façon. Beaucoup de confiance. Parce que sans ça, j'aurais été très malheureuse, puis lui aussi. Hein, ça n'aurait pas pu durer autant de temps, je pense bien. Hein. Parce que là, c'est un éloge de la vie conjugale que vous êtes en train de vous faire. Je pense pour vous personnellement. Je pense que mon mari mérite bien ça, parce que... C'est dans les deux sens, je pense, cet échange-là. Oui, c'est ça. Quand c'est toujours le même qui fait les concessions, ça ne peut pas durer. Hein. Non, ça dure un petit temps, mais... Parce que dans une vie, c'est sûr qu'il y a des moments plus sombres que d'autres. Hein? Il ne faut pas s'illusionner, il ne faut pas dire que tout est toujours rose. Hein? Non, parce qu'arrivent les enfants, les épreuves de la vie, et puis, enfin, c'est pas... Je pense que chacun a son lot. Sûrement. C'est de le prendre comme En parlant d'enfants, êtes-vous grand-mère? Oui, je suis grand-maman d'une petite Virginie. Marie-Claude nous a donné cette joie-là. Puis d'ailleurs, il y en a un deuxième en route. Alors, je serai grand-mère pour ça. C'est une étape. Hein? Vous qui êtes grand-maman, vous savez ce que c'est. Hein? C'est indescriptible, Françoise. C'est la joie sans les responsabilités. Exactement. Hein? Et puis, ça n'est même pas la fatigue physique, c'est temporaire. Alors, on les garde, on est très content de les garder. Puis quand ça va plus, va voir maman ou papa. Hein? Oui, puis il y a aussi, je pense, notre expérience qui revient, mais en 100 fois mieux peut-être. Oui, c'est parce qu'on est plus... on prend moins ça au tragique. Hein? C'est parce que quand on est jeune, là, puis que ce sont nos enfants, on prend tout au tragique. Hein? On est responsable. On est responsable, c'est ça. Oui. Hein? Alors, vous, la madame qui devient indépendante, Françoise, vous êtes à Trois-Rivières, puis vous mettez les pieds à l'université. Oui, c'est ça. Alors, moi, je connaissais bien Marie Daveluy dans le temps qui enseignait le chant à Trois-Rivières. D'ailleurs, c'est elle qui a fondé la section chant à l'université. Et puis, je connaissais bien Michel Dussault aussi. Oui, on les Alors, Marie m'avait dit, aimerais-tu ça venir comme accompagnateur? J'ai dit, j'adorerais ça. J'ai toujours aimé faire de l'accompagnement. J'en ai toujours fait, d'ailleurs. J'ai accompagné beaucoup de personnes ici, dans la région, entre autres. Alors, à un moment donné, elle m'a demandé pour 1 heure par semaine.
Alors, j'y suis allée pour 1 heure par semaine. Puis après ça, ça s'est a doublé, augmenté, c'est ça. Oui. Puis maintenant, Marie est rendue à Montréal, professeure au conservatoire. Et puis, c'est Céline Dussault qui avait commencé dans le temps de Marie Daveluy, elle enseignait aussi. Puis là, c'est Céline Dussault qui enseigne, la sœur de Michel, qui enseigne le chant à Trois-Rivières. Alors, je suis la pianiste attitrée pour les chanteurs, puis la chorale, la classe de chant et la chorale. La chorale composée d'étudiants de l'université? C'est-à-dire de certains étudiants et puis de gens aussi qui viennent de partout. Hein, Parlez-moi de cette chorale. Ouais, ben oui. C'est inconnu pour moi. Justement, parce que s'il y a des belles voix, là, des gens qui ont envie de chanter là, dans une chorale, on fait, nous autres, c'est un petit peu spécial, on monte toujours des grandes œuvres. Puis, une fois par année, on monte une œuvre pour chanter avec l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières. Un exemple de... L'année passée, ils ont monté la 9e symphonie de Beethoven. Ensuite, l'année d'avant, c'était Carmina Burana. Puis l'an passé aussi, comme c'était le 25e anniversaire de l'Université du Québec à Trois-Rivières, on a été demandé pour, en fait, faire la création d'une cantate qui a été composée par l'abbé Claude Thompson. Je devrais dire Monseigneur. Oui, mais on le connaît plus. On connaît sous le nom de l'abbé, hein? Oui. C'est plus sympathique. Oui. Alors, on a fait la création de cette cantate-là, plus la 9e. Puis, on a monté d'autres œuvres aussi pour ce concert-là, pour le 25e. Là. Et puis, bon, on a déjà monté aussi c'était quoi, le Requiem de Brahms. Enfin, des grandes œuvres comme ça. Oui, c'est ça. Et puis, cette chorale que je ne connaissais absolument pas, porte un nom? Ben, c'est le chœur de l'UQTR. Le chœur de l'UQTR. C'est ça. Alors, ça comprend à peu près... Ben là, ça a diminué un petit peu, là. Mais il est venu un temps où il y avait à peu près 50 à 55 voix. On se tient dans 40-45 voix. Les voix d'hommes et de femmes. Et bien souvent, ce sont les voix d'hommes qui nous manquent. Hein. Mais où les trouvez-vous, ces personnes? Ben, c'est-à-dire que ça vient de partout. Hein. Ça vient de... Il y a des professeurs d'université, il y a des professeurs de cégep, il y a des professionnels, il y a des gens qui sont dans des métiers très, très différents et tout ça. Des gens qui ont le goût de chanter puis de monter des œuvres assez sérieuses. Mais ça prend tout de même des critères de base. C'est-à-dire que, faut avoir une voix d'abord. Oui, une formation musicale. Et puis moi, justement, pour ceux qui ont de la difficulté à lire la musique, je donne des cours de solfège pour ces gens-là. Alors, comme ce soir, là, c'est jeudi, à 6h30, je vais toujours donner 1 heure de cours de solfège pour aider à lire. Et puis, les participants sont, je ne sais pas, des adolescents, des personnes... Ah non, il n'y a pas d'âge. C'est-à-dire que ce sont des adultes, là. Oui, des adultes. Mais on en a de très âgés, puis d'autres des jeunes et tout ça. Puis il y a des étudiants aussi. Alors, Françoise, très occupée vous êtes toujours accompagnatrice. Oui. Aussi, vous m'avez parlé des groupes de concours de musique du Québec et Canada. Oui, c'est ça. J'en ai fait partie pendant 12 ans, pendant 12-13 ans. C'est ça, j'ai occupé différents postes. Là, j'ai abandonné ça quand je suis entrée à l'université, là. Parce que j'avais plus le temps. Je m'occupais de concours de souper-concert prestige. Dans le cadre des émissions de Radio-Canada? Non, pas du tout. Non. Ça, non, c'est autre chose. C'était tout autre chose. Oui, c'est ça. Alors, les souper-concerts prestige, c'était des concerts qui se donnaient à l'université dans notre salle Rodolphe Mathieu. Oui. Et puis, c'était un souper. Alors, on intercalait de la musique avec un plat. Et on a reçu des gens extraordinaires comme Louis Quilico, Colette Bocky, Imouzici de Montréal. Enfin, ça a duré 10 ans, ça, cette série-là.
Puis malheureusement, là, c'est tombé. La récession et tout ça, c'était difficile. Hein? Oui. Alors, mais vous êtes dans le milieu étudiant et musical depuis nombre d'années. Est-ce que la mentalité a tellement changé? Les étudiants, oui, ça a changé. Ça a changé. Dans quel sens voyez-vous ça? C'est-à-dire que, en tout cas, si je compare quand moi j'étais jeune, je trouve que c'est pas facile pour nos jeunes aujourd'hui. C'est parce que il n'y a pas beaucoup de débouchés. Hein? Ah oui. Alors, il y a beaucoup moins d'étudiants, là, je dirais. C'est moins stimulant. C'est parce que les jeunes sont insécures, je pense. C'est pas parce qu'il y a moins de talent, je pense pas, parce qu'il y en a qui ont beaucoup de possibilités. Mais c'est autre chose. Je pense que ça se compare pas. C'est totalement... je disais ça quand je suis arrivée là à l'université, ça fait une douzaine d'années. Il y avait une vie musicale à l'intérieur. Oui. Puis on faisait de la musique ensemble et tout ça. Puis là, ça s'en va plus vers le populaire aussi, je pense. Alors moi, c'est moins mon domaine, ce domaine-là. Ça ne veut pas dire que c'est moins bien. Non. C'est autre chose, comprenez-vous? Oui, oui. Mais c'est une autre époque. Ils ont plus de débouchés dans le sens du jazz ou du pop que dans le classique, évidemment. Oui, on est parce que pour gagner sa vie dans ce domaine-là, je vous assure que c'est très difficile, de percer. Même dans le populaire aussi, il y a tellement de concurrents, puis tellement peu d'élus aussi. Ça. Oui, c'est ça. Une chose que je ne voudrais pas passer sous silence, j'ai parlé, je ne veux pas faire mentir ma présentation, j'ai parlé de littérature tout à l'heure, puis je pense cercle d'études et conférences. Bon, c'est-à-dire que, oui, moi je fais partie du cercle, un cercle littéraire, là. Le plus vieux cercle, en fait, de la région, le cercle Marchildon. Et puis, je suis entrée là peu après mon arrivée ici à Trois-Rivières. J'avais rencontré des amis comme Thérèse Thérien, que vous avez connue, qui est décédée il y a quelques années. Solange Leclerc, justement. Gilles Leclerc était anesthésiste ici. Ils sont partis maintenant pour Rimouski. C'est un échange. Moi, je suis partie de Rimouski, c'est ça. Et puis, alors, on m'avait parlé de ce cercle-là. Et puis, je suis entrée parce que j'avais peur que ce soit un peu guindé. Le titre en lui-même, oui. De thé avec le petit doigt en l'air. Là. Alors ça ne m'intéressait pas tellement. Alors, j'ai assisté, puis j'ai constaté que les dames étaient bien, bien sympathiques. Des dames uniquement? Oui, juste des dames. C'est-à-dire qu'on a des patrons d'honneur comme... M. Piché, Alphonse Piché, puis il y a maintenant M. Héroux aussi. Roland Héroux, qui fait partie des patrons d'honneur, comme ça. Mais à nos réunions, là... C'est féminin. C'est féminin. Et qu'étudiez-vous à vos réunions, Françoise? Différents auteurs. Hein. Puis moi, étant dans le domaine musical, j'ai toujours fait mes travaux sur des compositeurs. Puis je joignais à ça un genre de récital. C'est très beau. C'était récital causerie plus. Oui, oui. Alors, comme j'ai pas le temps beaucoup à consacrer à faire un travail sur un livre en particulier. Cette année, c'est des biographies. Alors, je pense que je vais faire ça encore sur des musiciens, mais des musiciens actuels. Des musiciens actuels. Vous allez oublier Schumann. Pas l'oublier, mais... Comme musicien actuel, des musiciens quand même de musique relativement classique. Oui. Que vous allez choisir. J'imagine que vous n'allez pas dans le jazz. Ou... Non, pas nécessairement des compositeurs. C'est des vies de musiciens. De musiciens, comme Pierrette Allary, Léopold Simoneau, des gens comme ça. Vous avez du choix. Ah oui, on a du choix parce qu'on a des artistes ici, hein, on a beaucoup de compétences. Et puis, lisez-vous beaucoup? Je lis assez, mais pas assez, en fait, parce que je manque de temps. Le temps, c'est ce qui manque à toutes les personnes qui ont divers intérêts. Quand j'arrive chez moi, là, souvent, je suis vidée, hein.
après, parce que j'ai d'assez bonnes journées, et tout ça, comme de la chorale, là, oui. On finit vers 10 heures le soir, alors c'est un petit peu... Mais écoutez-vous de la musique au moins? Je ne vous demande pas si vous jouez du piano, vous écoutez en rentrant. J'en écoute, oui. Puis quel genre écoutez-vous encore? C'est-à-dire que j'écoute ce que je travaille avec les élèves, des lieder de Schubert, Schumann. Enfin, là, on monte la résurrection de Mahler à la chorale. Là, oui, je l'aime. Bon, alors j'écoute ça, les symphonies de Mahler, du Bach. On fait des motets de Bach en ce temps-ci aussi à la chorale. Alors j'écoute particulièrement ces choses-là. Puis comme je vais à l'opéra aussi, j'écoute les opéras avant d'aller à l'opéra, je me prépare, je lis sur les opéras. C'est très important, je pense. Certains opéras, comprenez-vous l'italien, entre autres? Oui, j'ai pris des cours d'italien, il a fallu, parce que je suis toujours avec les chanteurs, puis ils chantent beaucoup dans cette langue-là. Alors, j'ai pris des cours, déjà, elle est repartie en Italie, ça s'appelait Giulia, et elle était bien, de conversation surtout. On a eu bien du plaisir. On était un groupe avec des chanteurs. J'étais avec des chanteurs, des chanteuses, et puis on a eu beaucoup de plaisir. Vos yeux pétillent en parlant de ça. Une question intime peut-être. La retraite, ça ne vous fait pas peur? C'est-à-dire que je ne suis pas prête encore. Vous n'êtes pas prête. Mais votre époux est à sa retraite, je pense. Il est à sa retraite du gouvernement, mais il a son bureau. Très actif. C'est bien important pour lui, je pense. Mais je pense que même à la retraite, il faut garder des intérêts, il faut garder quelque chose qui nous tient, en vie. Vous allez sûrement faire ça. Françoise, notre entretien a été vraiment intéressant. Ça m'a fait plaisir. Je nage en plein bonheur, en pleine musique, en pleine poésie avec vous. Il nous reste une toute petite minute. J'aimerais que vous vous adressiez aux spectateurs. Si je peux laisser un message à nos auditeurs, c'est que je pense que il faut croire beaucoup, surtout aux jeunes, il faut croire en ce qu'on fait, il faut aimer beaucoup ça, il faut aimer avec passion, je pense. Et on termine sur cette belle phrase, sur ce beau programme. Merci Françoise d'avoir été avec nous. Et je vous dis au revoir à tous, chers amis. Puis passez une belle semaine en musique. Essayez d'être heureux. À bientôt. Une nouvelle fois, bonjour à tous. Bienvenue à l'émission « Quand le passé se fait présent ». Cette semaine, nous accueillons M. Jean-Marie Jaudoin. Je pense que je n'ai pas besoin de le présenter aux personnes de la région. M. Jaudoin, chef de police de Cap-de-la-Madeleine. M. Jaudoin est aussi un époux heureux, le père de 2 grands-fils dont il est fier, grand-père par surcroît, et, ajoutons à la liste, diacre permanent. Alors, nous avons de la matière aujourd'hui. Je vous invite à rester avec nous pour l'heure qui suit. Monsieur Jaudoin, je ne sais pas si j'ai bien commencé dans l'ordre, chef de police. J'hésitais, diacre, père de famille, époux. Y a-t-il une priorité dans tout ça? Ou bien vous formez un seul homme? Je pense que dans un premier temps, c'est l'être humain. Et par la suite, l'individu qui a été invité ou qui a été interpellé par toutes les dimensions que vous venez de nommer.
ce qui suit après l'être humain ou le jeune garçon qui grandit, c'est les frères, les sœurs de ma famille, les gens de mon milieu. Après ça, mon épouse, bien sûr, qui est très important. Mes fils, mes petits-fils, leurs femmes. Et là, ben, au bout de la ligne, mon travail et le diacre permanent. Le diacre permanent est à la fois le premier et le dernier. Il vient chapeauter dans le présent, ce qui se produit. Le tout. Là. Mais par contre, c'est une étape dans tout le grand bout de chemin que j'ai fait aujourd'hui dans la vie à l'âge que je suis rendu. Bien des expériences, mais vous n'avez pas 60 ans. Non. Vous êtes né, vous, quelque part, vous m'avez dit, du côté de Montréal. C'est ça. Je suis né près du centre olympique, en fait, qui était dans Viauville. Et à ce moment-là, dans un 3e étage sur la rue Ontario. Et à Montréal, à cette étape-là, on avait même les tramways qui ont passé en avant. Là. Je suis d'âge d'avoir vu la fin des tramways à Montréal. Et on a déménagé par la suite à Charlemagne, le petit village qui est à côté de Montréal. Dans ma famille, on est 6 personnes, 5 garçons et une fille.